Salut tout le monde, c'est Monsieur Kawa. Dans ce quatrième épisode d'Auto-Histoire, je vais vous parler de la Peugeot 205, un sacré numéro qui a sauvé Peugeot. L'histoire de la 205 commence en 1977. Peugeot en est à sa quatrième génération, et la cinquième génération pointe le bout de son nez avec la sortie cette année-là de la 305, une berline de taille moyenne avec une malle de coffre. L'entrée de gamme chez Peugeot est représentée par la 104, une petite voiture qui sera lancée en 1972. Elle est née de la coopération entre Renault et Peugeot pour la conception et le partage de pièces et de moteurs, ce qui va amener les deux marques à créer la Française de mécanique à Douvrin. Chez Renault, c'est d'ailleurs la Renault 14 qui en profitera. Lancée initialement en version 4 portes avec une malle, le haillon arrivera sur la berline en août 1976 et en coupé 3 portes avec haillon en septembre 1973, elle sera la base de nombreux modèles PSA comme la Citroën LN, la Visa, la C15 ou encore la Talbot Samba. C'est le studio italien Pininfarina avec Paolo Martin qui va être derrière le style de la 104. En 1977 donc, le PDG de Peugeot, Jean-Paul Parer, décide de lancer les études du projet M24 pour remplacer la 104 qui subit de plein fouet la concurrence de la Renault 5. Les finances de Peugeot sont fragiles à ce moment-là, ils viennent de finaliser en 1976 le rachat de Citroën et ont entamé les négociations avec Chrysler pour le rachat de ses filiales européennes, dont l'ex-Simca. On peut aussi parler des frais engagés dans la berline 604 ou encore de la participation dans la construction du moteur PRV avec Renault et Volvo en 1974 pour comprendre que Peugeot dépense et investit pas mal ces dernières années. Pour ce projet M24, Peugeot mettra en concurrence Pininfarina, qui était le partenaire privilégié de la marque au Lyon, avec le studio interne qui se situait à la Garenne-Colombes dans le 92. Ce studio était dirigé à l'époque par Paul Bouveau, puis par Gérard Velter, qui a intégré Peugeot en 1960 à l'âge de 17 ans. Il sera à l'origine des feux arrière de la 404 ou du regard de la 504 et de la 304. Il deviendra responsable du style extérieur en 1975, puis directeur du centre style en 1998, jusqu'à son départ en 2007. L'une des impositions pour la future 105 est la réutilisation de la plateforme et des moteurs de la 104 qui permettent une étude plus rapide et des dépenses plus limitées. Le premier prototype proposé par Pininfarina sera un véhicule 5 portes équipé d'un haillon. Le capot est plutôt haut et droit. Les clignotants remontent au niveau des feux avec un style proche de la 305. Elle en récupère d'ailleurs ses poignées de porte. L'allure générale rappelle elle un peu celle de la Renault 14. La proposition interne est encore plus proche de la 104 avec un avant carré et une allure générale plus acérée, plus tendue. Les clignotants et les feux de position restent dans le pare-choc comme sur la 104. On remarque que la proposition interne est une maquette asymétrique avec une proposition de 3 portes d'un côté et la version 5 portes de l'autre, ce qui permet de réduire les coûts. Mais un élément inattendu de la plateforme de la 104 va poser un sacré souci. C'est la roue de secours. Située dans la baie moteur, elle oblige à ce que le capot soit plutôt haut et droit, et ce détail va agacer Gérard Velter qui va arriver dans le bureau des projets et expliquer par A plus B avec des croquis pourquoi passer de la roue de secours du moteur au coffre serait bénéfique. Le capot pourra être plus bas et plongeant, ce qui favorise l'aérodynamisme, et les proportions seront meilleures. Michel Forichon, le patron de la technique, comprendra que Gérard Velter avait raison, la roue de secours passe finalement dans le coffre et le cahier des charges sera donc revu. Ce sera un véhicule 5 places, bicorps, dont la longueur sera située entre 3,60 m et 3,80 m. La largeur sera d'environ 1,55 m, tandis que l'empattement restera le même que celui de la 104, soit 2,42 m. Le véhicule devra avoir un aspect moderne, un habitacle ample et spacieux. La 105 devra avoir une fiabilité et un comportement routier au-dessus de la concurrence, tout en restant économique à l'usage. Elle utilisera de nouveaux moteurs XU et XUD qui n'ont plus la boîte sous le bloc comme sur la 104 mais sur le côté, ce qui permet d'adapter les boîtes automatiques plus facilement, et la baie moteur sera agrandie pour les futures versions sportives voulues par Jean Boileau, le numéro 2 de Peugeot à l'époque, afin de continuer la ligne tracée par la 104 ZS et la Volkswagen Golf GTI. Le véhicule utilisera aussi des éléments de la banque d'organes de PSA afin de réduire les coûts. Le poids sera limité à 735 kg sur les versions standards et l'aérodynamisme sera soigné pour baisser la consommation. On parle d'entre 10 et 15% par rapport à la 104.
Enfin, même si elle était censée terrasser la Renault 5, la direction de Peugeot veut améliorer la qualité de fabrication et le traitement anti-rouille de sa future 105 en prenant comme référence la Volkswagen Golf. Côté marketing, l'objectif est de rajeunir la clientèle en attirant les célibataires ou les parents avec des enfants en bas âge, mais aussi d'attirer les clients plus âgés en l'utilisant comme deuxième voiture. Après ce changement sur la plateforme et le nouveau cahier des charges, le style proposé par les deux studios va évoluer en profondeur dès 1978. Le studio interne va proposer un design en totale rupture avec des traits doux. Elle montre déjà des éléments assez proches de la version de série, comme la forme de la vitre arrière et les deux gélules noires sur le côté de la 3 portes, la forme générale des feux avant ou encore les feux carrés à l'arrière avec une malle de coffre lisse et bombée. Un peu plus tard la même année, Pininfarina va repartir d'une feuille blanche avec un avant anguleux et quelques rondeurs. Le capot possède une découpe droite et déborde légèrement sur les ailes, tandis que les feux avant et la calandre sont rectangulaires. La quatrième proposition de Pininfarina, présentée en mars 1979, change au niveau de l'allure générale pour essayer de rattraper la proposition de Peugeot. L'arrière utilise des feux rectangulaires horizontaux intégrés dans le pare-choc à la manière de la Fiat Ritmo, avec une malle différente selon le nombre de portes, lisse sur la 5 portes ou avec une partie centrale creusée sur la 3 portes. Le cadre de porte est plus arrondi sur le coin supérieur. La maquette 3 portes asymétrique propose deux traitements du pilier B, intégrés dans le vitrage avec une pièce noire, ou alors une séparation visible du vitrage conducteur et passager. On remarque d'ailleurs que la version 3 portes possède des ouïes latérales sur le pilier C qui disparaissent sur la version 5 portes. Le studio interne affine de son côté sa proposition avec une découpe de capot différente. Elle ne déborde plus sur les ailes et ne descend plus entre les phares cette fois-ci, ce qui implique une modification au niveau de la calandre. Jacques Blondel esquissera en novembre 1979 un véhicule avec des traits qui seront très proches de la version définitive, la ligne qui entoure le vitrage, le feu arrière avec le clignotant qui prend toute la hauteur sur le côté ou encore la forme générale. Cette compétition du style durera jusqu'à la présentation finale entre Lagarenne et Pininfarina fin 79. Jusqu'à cette date, Pininfarina essaiera de se rapprocher du projet Peugeot en insistant sur les feux horizontaux à l'arrière et une calandre sans baguette à l'avant. Le choix lui se fera en janvier 1980. Pour la première fois depuis de très nombreuses années, ce sera l'équipe interne dirigée par Gérard Velter qui remportera l'offre avec une maquette signée Gérard Godefroy. Les consignes de Jean Boileau à Gérard Velter sont sans équivoque. Si nous ne réussissons pas cette voiture, nous sommes morts. Il semblerait que le choix de l'équipe interne était plutôt politique. Les tests cliniques qui étaient réalisés à l'hôtel Novotel de Lyon en décembre 1979 étaient plus favorables, de peu, aux maquettes 3 et 5 portes Pininfarina qu'à la maquette de l'équipe de Gérard Velter. Le style sera retouché au niveau de la face avant et aussi au niveau de l'arrière avec l'apparition de la planche à laver, une pièce en plastique qui permettait de démarquer plus facilement les feux et créer une rupture au niveau de la malle. On notera aussi que la calandre à 3 barrettes était une idée que Roland Peugeot avait soufflé à Gérard Velter lors de la revue de l'un des prototypes finaux sur le toit d'usine de la Garenne pour remplacer la simple fente qui ne lui plaisait pas. L'intérieur, qui va lui aussi évoluer au fil de l'avancée du projet, est signé Paul Bracq. C'est une figure importante du design automobile. On lui doit par exemple la Mercedes 600, la 230 SL Pagode ou encore la BMW Turbo Studi, base de la BMW M1. Arrivé chez Peugeot en 1974, il sera le responsable intérieur de la 604, 205, 405, 106, 206 et 406 entre autres. Initialement prévu avec un compteur numérique, idée vite abandonnée à cause du prix, Paul Bracq va décider de partir sur une planche de bord modulaire avec des éléments interchangeables selon la finition. L'idée était de pouvoir changer facilement le compteur ou toute la partie supérieure du tableau de bord sans faire trop de modifications. Le style extérieur étant gelé, Peugeot passe à la phase d'industrialisation avec les premiers prototypes qui sortent sur la route dès 1981. Prototypes qui réaliseront en 14 semaines plus d'1 million de kilomètres sur les pistes du centre technique de Peugeot situé à Belchamp, près de Sochaux, le fief de la marque Lyon. Entre-temps, conscient de la montée en gamme et en taille de la nouvelle 105, il était clair pour la direction que le placement du véhicule au sein de la gamme devait changer. 105 deviendra donc 205. La production de la 205 sera lancée à l'usine de Mulhouse en décembre 1982 avant sa présentation.
La nouvelle 205 sera présentée pour la première fois le 20 janvier 1983 au réseau de concessionnaires Peugeot à Monaco. Les journalistes auront quelques jours plus tard à leur disposition 150 exemplaires de la 205 en finition SR avec le moteur 1360 cm3 avant de lancer les tests presse au Maroc. Le public, lui, devra attendre les 23 et 24 février pour voir de près la 205, même si les meilleurs clients y auront accès avant. Le 23, c'est l'impressionnante 205 Turbo 16 qui montre le bout de son capot, et le 24, la 205 de série, uniquement disponible en version 5 portes essence. D'ailleurs, le 24 février, 5000 unités étaient déjà livrées. La suspension avant est de type McPherson, avec un traitement différent selon la motorisation et les disques montés. Elle monte un brin inférieur sur les versions classiques, tandis que les versions sportives, équipées de disques ventilés, montent un triangle inférieur. L'essieu arrière est lui à barre de torsion, avec des tambours ou des disques selon les versions, et provient du prototype Vera. La 205 va utiliser 4 familles de moteurs tout au long de sa carrière, on va simplement les survoler. Ces moteurs reçoivent les noms de Poissy, X, XU et TU. Poissy est le seul moteur qui ne soit pas une création Peugeot à l'origine. Créé par Simca, il apparaît pour la première fois sur la Simca 1100 en version 1118 cm3. Avec un bloc en fonte et une culasse en aluminium, ce 4 cylindres est équipé d'un arbre à cam latéral avec tige de culbuteur et 8 soupapes en tête et d'une distribution par chaîne. Le refroidissement est quant à lui à eau. Son nom provient de l'usine Simca située à Poissy, c'est donc un héritage du rachat de Chrysler Europe dont Simca était la branche française. Existant en deux versions, soit un 1118 cm3 de 55 chevaux, soit une version 1294 cm3 de 65 chevaux, elles seront montées sur le millésime 87 de la version commerciale, XA et XR, ainsi que sur les versions destinées à l'étranger, principalement l'Espagne qui avait l'outillage Simca grâce à Barreiros, devenu Chrysler Espagna par la suite. Le moteur X, lancé en 1971, est issu de l'accord technique entre Renault et Peugeot qui donnera naissance à la Française de mécanique à Douvrin, usine qui sera son concepteur. Déjà installé sur la Peugeot 104 ou la Renault 14, ce 4 cylindres est incliné de 72 degrés vers l'arrière et reçoit sa boîte de vitesse par-dessous. La boîte étant le carter du moteur, elle partage ses lubrifications pendant que l'union moteur-boîte se fait par un train d'engrenage nommé triplette. Possédant des chemises, ce moteur est un 8 soupapes avec un arbre à cam en tête, une distribution par chaîne et un refroidissement par eau. Le carter, la culasse, le carter d'engrenage et de boîte sont en alliage d'aluminium. Le différentiel est intégré à la boîte et c'est une traction avant comme toutes les 205 sauf la Turbo 16. Le moteur X est disponible en 3 cylindrées grâce aux variations de l'alésage et de la course. Lancé en octobre 1986 sur la Citroën AX, le moteur TU, fabriqué par la Française de mécanique, remplace les gammes de moteurs X ainsi que les moteurs Poissy. Refroidi par eau, c'est un 4 cylindres de 8 ou 16 soupapes selon les versions, dont la culasse est en aluminium et le bloc en aluminium équipé de chemises ou en fonte, cylindre directement alésé dans le bloc. Utilisant une courroie de distribution, le moteur TU est un moteur essence tandis que le TUD est un moteur diesel. Apparaissant en 1987 sur la gamme 205, la cylindrée varie de 954 à 1360 cm3. Les diesels TUD ne seront en revanche pas montés sur la 205. Avec le millésime 1993, tous les moteurs passent à l'injection pour respecter les normes anti-pollution. Apparu en 1982 chez PSA, le moteur XU est un 4 cylindres qui existe en 8, 12 et 16 soupapes. C'est un moteur dont le bloc et la culasse sont en aluminium. Refroidi par eau, il dispose d'une courroie de distribution. Il est disponible en essence, XU ou diesel XUD. Petite info sur le kit PTS, proposé à partir de décembre 1984,
Ce kit était proposé par Peugeot Talbot Sport pour un prix de 15 000 francs à l'époque et une installation en concession Peugeot. Les modifications incluent une nouvelle culasse, un nouvel arbre à câble et des soupapes modifiées pour un passage de 105 à 125 chevaux pour les GTI neuves ou d'occasion. Une garantie d'1 an, pièces et main-d'œuvre est disponible si le kit est monté dans les ateliers du réseau Peugeot Talbot. Le mécanicien installe également une plaque indiquant l'homologation du kit. Il sera également disponible pour les versions 115 chevaux sorties en décembre 86, mais le kit deviendra rapidement obsolète avec la sortie du 1,9 litre de 130 chevaux. En 1989, Peugeot remplacera la boîte manuelle BE1 avec la marche arrière en haut par la BE3 avec la marche arrière en bas. En 1993, les modèles automatiques adoptent l'injection et la catalysation avec le XU5M. Non catalysés, les diesels recevront le catalyseur à partir du 1er février 1997 pour coller aux normes anti-pollution. La Peugeot 205 aura tout au long de sa carrière 7 carrosseries. Elle sera disponible en 3 phases, la première de février 83 à juin 87, la deuxième de juillet 87 à juin 90 et la troisième de juillet 90 à fin 1998. Les versions 3 et 5 portes sont les versions les plus communes. Commercialisées à des dates différentes, la 5 portes depuis son lancement en février 83 et la version 3 portes apparue en 84, elles ont les mêmes dimensions, le même empattement, le même avant et le même arrière. Selon le niveau de finition, elle peut recevoir un seul ou les deux rétroviseurs. La seule différence se retrouve sur les côtés avec la forme du vitrage arrière. Anguleux sur la version 5 portes, il est arrondi sur la version 3 portes, puisant son inspiration du côté de la Ferrari 250 GTO. Dans les deux cas, la surface vitrée est épaulée par une ligne de soutien, mais sur la 3 portes, on note l'apparition de deux gélules pour combler le vide sur l'aile. Ces gélules peuvent recevoir des marquages selon la finition et servent à camoufler le bouchon d'essence sur le côté droit. L'avant présente la fameuse calandre à 3 barrettes avec le lion placé au centre sur un rectangle noir. Le capot, lui, ne dépasse pas sur les ailes, mais empiète légèrement entre les deux feux qui ne sont pas totalement rectangulaires et sont épaulés par des clignotants au vert orange. Le pare-choc, qui peut être en plastique noir ou teinté et accompagné d'un liseré selon la finition, possède une bande en plastique brut qui dépasse pour protéger le véhicule et accueille d'ailleurs la plaque d'immatriculation. Juste en dessous, on retrouve une petite bouche d'aération rectangulaire qui peut être accompagnée de feux anti-brouillard. Anecdote technique, les premières unités espagnoles de la 205, fabriquées à Madrid, reçoivent un capot et des moteurs différents. En effet, à cause d'une loi qui imposait un quota minimum de pièces nationales, les premières 205 montaient des moteurs fabriqués à Madrid, qui étaient des moteurs plus imposants, d'origine Talbot, et qui ne rentraient pas sous le capot français. Ce sera corrigé avec un capot bombé en son centre. L'arrière présente deux éléments clés, les feux carrés d'un côté, avec le clignotant qui prend tout le latéral. Les feux de recul sont deux petits carrés blancs, un dans chaque feu. Enfin, l'anti-brouillard arrière est déplacé dans le pare-choc. Entre les deux feux, c'est la planche à laver, un élément en plastique noir qui tient son nom de sa forme inspirée des planches installées dans les lavoirs. Cette pièce permet de remplir la partie basse du haillon, de démarquer les feux et de recevoir les logos et les finitions. Le coffre a lui un volume de 216 litres. Les phases 1, 2 et 3 se différencient par quelques détails esthétiques. Je vais lister ici les plus visibles, mais en réalité il y en a plus.
Le premier détail est la teinte des clignotants à l'avant, de couleur orange sur la phase 1 et 2 et les couleurs cristal sur la phase 3. À l'arrière, les phases 1 et 2 conservent les mêmes feux avec le clignotant orange et les feux de recul intégrés. La phase 3 passe sur une apparence type 405 avec le clignotant qui devient un petit carré fumé. Les feux de recul passent de 2 à un seul et migrent dans le pare-choc du côté droit, le gauche étant l'anti-brouillard. La planche de bord de la phase 1 est plutôt simple. Dépouillée sur la version entrée de gamme, elle présente un compteur à rétroéclairage orange où les témoins sont placés sur la partie supérieure dans la casquette. Le tachymètre est un demi-cercle, tandis que sur la gauche, selon les finitions, elle peut recevoir une montre, un compte tour ou alors le marquage Peugeot. A droite, c'est la jauge à essence qui prend place. Sur les versions JTI, le compteur est totalement différent avec les témoins placés entre le compte tour à droite et le tachymètre à gauche. Sur la gauche, on retrouve la jauge à essence et la pression d'huile, alors que sur la droite, c'est la température d'eau et d'huile. 4 boutons peuvent prendre, selon les équipements, place entre l'aération centrale et la console. On peut retrouver le warning, le dégivrage arrière et l'anti-brouillard arrière qui entourent la prise allume-cigare placée au centre. La console centrale est accessible avec le cendrier en plein milieu. Il peut être surmonté d'une horloge digitale selon les versions. Les commandes de chauffage à tirette sont disposées de part et d'autre du cendrier. À gauche, ce sont les commandes de température et de vitesse de souffle, tandis qu'à droite, on peut régler l'orientation ainsi que le recyclage d'air. La radio est quant à elle située entre la console centrale et un grand vide-poche. Le tableau de bord de la phase 2 va radicalement changer avec un aspect plus moderne, plus qualitatif et massif, surtout au niveau de la console centrale. Les aérateurs sont un petit peu plus hauts et forment un seul bloc avec les commandes de chauffage qui deviennent circulaires, tout comme les boutons poussoirs placés en dessous. Le cendrier passe à gauche avec la possibilité d'avoir à droite l'horloge digitale. La zone de la boîte à gants est modifiée avec un vide-poche différent et une poignée de boîte à gants qui passe sur la gauche. Ici aussi les compteurs vont changer selon les finitions. Les commodos changent de nouveau cette fois-ci avec un seul modèle arrondi. Étudié dès 1984 avec Pininfarina, la condition principale lors de son étude était de ne modifier ni le plancher ni la partie avant pour contenir le prix. Lancé en 1986, le cabriolet était basé sur la version 3 portes. Sorti des lignes de production de Peugeot pour être modifiée en Italie chez Pininfarina avant de revenir chez Peugeot pour finir l'assemblage, elle était renforcée à de nombreux endroits pour compenser la perte de rigidité de la caisse avec la disparition du toit. Capable d'embarquer 4 personnes et affublée d'un arceau de sécurité au centre pour protéger les occupants en cas de tonneau, elle est équipée d'une capote en toile manuelle qui, une fois repliée, vient se loger dans une housse sur la malle. Elle sera lancée avec deux finitions, la CT avec le 1360 cm3 de 80 chevaux et la CTI, version GTI de la cabriolet, avec le moteur 1580 cm3 de 115 chevaux. Le millésime 88 voit le remplacement de la CT par la CJ, J pour Junior, mais en réalité un mélange de la XR et de la Junior, avec un moteur de 1360 cm3 de 65 chevaux. Ce même moteur développe 70 chevaux entre 89 et 91, puis passe à 75 chevaux à partir de 1992 avant d'adopter la catalysation en 1993. La CTI adopte elle aussi la catalysation, mais en 1991 avec le moteur de 1905 cm3 qui offre 105 chevaux. La 205 cabriolet tire sa révérence en 1996 après 72 375 exemplaires fabriqués. La 205 Multi est un petit peu un ovni dans la gamme Peugeot et n'était même pas la première proposition d'utilitaire léger. Heuliez avait proposé à Peugeot une fourgonnette qui avait une face avant de 205 sur base Talbot VF2, mais elle sera refusée. Lancée le 10 septembre 1985, c'est une version utilitaire adaptée de la version commerciale 3 portes. L'adaptation consistait à découper une partie du toit, rajouter un arceau de renfort et retirer le haillon d'origine par un autre vertical en fibre de verre pour placer par-dessus une coque en polyester qui augmentait la capacité de charge et la hauteur qui passait de 83 à 105 cm. Avec ce système, les feux et le pare-choc arrière sont conservés et les coûts maîtrisés. Commercialisés dans le réseau Peugeot, les véhicules étaient récupérés sur les chaînes de production pour être transformés chez deux carrossiers français,
Durisotti qui a conçu la cellule en polyester, ou Gruot qui se chargera de la structure des arceaux. Elle était disponible en deux finitions, soit XA avec un 4 cylindres essence 1124 cm3 de 50 chevaux, soit XAD avec un 4 cylindres diesel 1769 cm3 de 60 chevaux. La Multi sera remplacée en juillet 90 par la Multi Evolution. Sa principale différence est la pièce de polyester qui surplombe l'entièreté du toit cette fois-ci, avec un style plus moderne et aérodynamique. Contrairement à la Multi, l'évolution peut être adaptée sur quasiment toutes les 205 3 portes, hors GTI, et les véhicules déjà immatriculés pouvaient eux aussi être transformés. Elle sera fabriquée jusqu'en 1992, avec un total de 8500 exemplaires, 6000 pour Durisotti et 2500 pour Gruot. En mai 1993, c'est la 205F qui fait son entrée sur le marché. Étudiée en 2 mois, elle reprend la base de la 5 portes rallongée au niveau du plateau de coffre à l'arrière, avec un avant commun au reste de la gamme et un arrière spécifique avec une cellule en fibre de verre, un arceau pour rigidifier et les portes arrière de la C15, la cousine du groupe. Elle était équipée du moteur diesel 1769 cm3 de 60 chevaux. Stoppée en 1996 avec l'arrivée du duo Berlingot-Partner, elle sera produite au total à 13 957 exemplaires. En voyant l'histoire de la Multi et de la F, on peut se poser la question de savoir pourquoi Peugeot est arrivé aussi tardivement sur le segment des utilitaires, et la réponse peut surprendre puisqu'il faut chercher du côté de Citroën et de la C15. Citroën planchait déjà en 1977 sur la version utilitaire de la Visa, une petite voiture sur base de 104 lancée en 1978. PSA possédait déjà les Simca Talbot VF1 et VF2 obtenus avec le rachat de Chrysler Europe en 1978. Mais le vrai problème, c'est que la Visa se vendait mal à cause de sa face avant jugée disgracieuse, le fameux groin au nez de cochon. Citroën comprend que la C15 affublée du même avant risque de faire un flop et décide d'attendre le restylage de la Visa par Heuliez en mars 1981 pour relancer les études. Peugeot voulait simplement reprendre la C15 pour lui changer la face avant par celle de la 205, mais abandonnera finalement pour se concentrer sur le lancement de la 205 5 portes, laissant l'exclusivité à Citroën. Le développement de la 205 Turbo 16 va débuter en juin 81 sous le nom de code M24 Rally. Jean Boileau, qui pensait limiter la 205 à la GTI, un petit peu comme Volkswagen avec sa Golf, va recevoir la visite de Jean Todt, qui vient lui proposer l'idée de la M24 Rally après son titre mondial à la tête de Sunbeam Talbot. Convaincu par la proposition de Jean Todt, Jean Boileau lui donne accès au projet M24 pour voir si le projet est réalisable. Jean Todt sera nommé responsable de la compétition Peugeot le 19 octobre 1981 et créera Peugeot Talbot Sport en décembre 1981. Après avoir hésité entre le V6 PRV et un moteur turbo, c'est finalement l'option turbo, plus avantageuse en termes de poids, qui sera choisie. Censé être monté en position longitudinale arrière, le moteur turbo sera finalement placé transversalement en position centrale arrière vers mars 1982 par manque de place. C'est un 4 cylindres essence de 1775 cm3, le XU8 en aluminium, qui sera utilisé pour rentrer dans les normes avec le coefficient de 1,4 appliqué au véhicule turbo au niveau de la cylindrée. Équipée d'une culasse 16 soupapes et d'une injection Bosch 4 Jetronic, elle développe 200 chevaux à 6750 tours minute et un couple de 255 Nm à 4000 tours minute. C'est un véhicule 4 roues motrices, choix défini après avoir vu les résultats de l'Audi Quattro, et la boîte 5 vitesses provient de la Citroën SM. Le châssis, fabriqué par Heuliez, est totalement différent des 205 de série. Les panneaux de carrosserie, majoritairement en Kevlar, sont fixés sur un châssis tubulaire. Le tout revenait ensuite à Poissy pour recevoir le moteur et tout le reste chez Peugeot Talbot Sport. Le poids était lui limité à 1120 kg. La Turbo 16 sera homologuée le 1er avril 1984 avec un total de 219 exemplaires, 215 peintes en gris Winchester avec des détails rouges, tandis que les 4 premiers exemplaires de pré-série étaient peintes en blanc. Peugeot aurait réuni toutes les Turbo 16 sur le parking pour que les inspecteurs de la FIA puissent voir par eux-mêmes qu'ils ne trichaient pas et que les 219 exemplaires étaient bien réels, 200 étant le minimum exigé pour l'homologation. La planche de bord était spécifique, toute la coiffe supérieure est modifiée avec 3 compteurs ronds en face du conducteur, tachymètre, compte-tour et pression du turbo. Les témoins d'alerte sont disposés au-dessus du manomètre du turbo tandis que les témoins d'éclairage sont en dessous,
Les jauges à essence, température d'eau et d'huile et pression d'huile migrent, elles, au-dessus des bus d'aération centrale. Pas de tapisserie rouge, comme dans la GTI, mais une tapisserie noire plus sobre. La Peugeot 205 a failli avoir une version break, mais n'en aura finalement jamais. Pininfarina présentera en avril 1984 la 205 Verve, qui ressemble plus à une 205 5 portes avec un sac à dos. On voit d'ailleurs le décrochage au-dessus des portières. La deuxième proposition sera la 205 Nepala, dessinée par Benoît Cointreau pour le carrossier belge EBS. La proposition est un peu plus soignée avec une face avant de 205 et une partie arrière qui reprend ses feux carrés. Le vitrage est particulier puisque les deux custodes sont unis au niveau du toit et la vitre du haillon arrière présente une courbure importante sur la partie supérieure. La Nepala restera elle aussi au stade de concept. Je ne vais pas citer et expliquer toutes les finitions pour ne pas tirer en longueur la vidéo, on va simplement se focaliser sur les versions les plus recherchées. Lancée le 1er mars 1984, la GTI est la plus sportive des 205 après la Turbo 16. Uniquement disponible en version 3 portes, elle est facilement reconnaissable à ses élargisseurs d'ailes en plastique, ses projecteurs dans le pare-choc avant, ses liserés rouges sur les baguettes et les pare-chocs, elle marque GTI sur le haillon et les gélules latérales. Les jantes alu 14 pouces sont spécifiques et le freinage est à disque à l'avant et à tambour à l'arrière, les disques arrière arrivant avec les disques avant plus grands et des jantes 15 pouces sur la version 1,9 litre 130 chevaux en 1986. A l'intérieur, ce qui frappe le plus est la moquette rouge, imposition de Gérard Velter qui a rencontré quelques difficultés à la faire accepter, un volant et un compteur spécifiques et des sièges baquets en tissu. La GTI sera équipée des moteurs XU avec deux versions, le XU5 de 1580 cm3 et le XU9 de 1905 cm3. L'une des séries spéciales de la GTI la plus recherchée est la griffe. Basée sur la GTI 1,9 litre et reconnaissable à sa peinture spécifique vert fluorite et ses jantes 15 pouces gris foncé, elle possède des liserés gris foncé au lieu de rouge et des sigles griffes. La direction assistée est en série, tout comme l'ABR, l'ABS de chez Peugeot, les rétroviseurs manuels dégivrants et le siège en cuir. La clim étant incompatible avec la direction assistée, elle n'est proposée ni en série ni en option, la moquette n'est plus rouge mais grise. Cette série limitée sera commercialisée en 1991 à 3000 exemplaires. D'abord série limitée à 5000 exemplaires lancée en 88 pour l'homologation en groupe N, elle sera ensuite intégrée à la gamme. La Rallye est uniquement disponible en 3 portes et en couleur blanc intégral avec les pare-chocs. Elle est reconnaissable aux jantes tôle 13 pouces peintes en blanc, à ses élargisseurs d'ailes différents de la GTI, aux jupes avant et arrière style GTI, mais sans les antibrouillards avant, ou encore les logos et bandes décoratives aux couleurs PTS. A l'arrière, la planche à laver disparaît et l'essuie-glace est en option. A l'intérieur, les sièges sont typés GTI avec les logos PTS, la moquette est rouge, tout comme les ceintures, le volant est à 3 branches avec le logo PTS au centre, le compteur est celui de la GTI, sans manomètre ni thermomètre d'huile. La montre, la serrure du bouchon du réservoir, le cendrier arrière ou l'éclairage de coffre sont eux supprimés. La 205 Rallye est équipée du moteur TU24 qui est spécifique à cette finition. Présentée en 1986 en même temps que la 205 GTI 1,9 litre, la XS est proposée sur la 3 portes et est un cran en dessous de la GTI. Elle est équipée du moteur XY8 de 80 chevaux avec deux carburateurs simple corps, puis le TU3S de 85 chevaux à partir de l'année modèle 1988 avec une boîte 5 vitesses. La présentation est sportive avec des jantes de 13 pouces, des sièges baquets en tissu, le monogramme XS sur les ailes et des projecteurs additionnels dans le bouclier avant. Elle sera commercialisée jusqu'en 1994.
Présente dès le lancement de la 205 le 24 février 1983, la version GT est équipée du moteur 1360 cm3 XY8 avec deux carburateurs simple corps de 80 chevaux et une boîte courte. La GT était plutôt nerveuse, elle reçoit le compte-tours, mais les vitres électriques sont en option et la température d'eau indisponible. La version 3 portes de la GT est la XT. On peut aussi parler de la Junior, entrée de gamme apparue en avril 86 avec une présentation jeune et gaie qui sera d'abord une simple série limitée, mais avec son grand succès, elle sera définitivement intégrée à la gamme. On peut la reconnaître tout simplement grâce à l'intérieur jeans. La 205 Lacoste est une série limitée à 24 000 exemplaires, commercialisée en 84, 85 et 86, uniquement disponible en version 3 ou 5 portes avec le 1360 cm3 XY7 essence de 60 chevaux. Une seule teinte était disponible, le blanc beige, avec des liserés verts sur les pare-chocs mais sans baguette de protection latérale, remplacés par des autocollants. Elle était équipée d'un toit ouvrant, de sièges velours, d'une moquette verte, de vitres électriques et de la condamnation centralisée, ainsi que d'un volant cuir type GTI avec cache-moyeu Lacoste. La 205 Roland-Garros sera une série limitée sur les millésimes 89 à 93, basée sur la 205 XS 3 portes. Le cabriolet y aura droit en 1990, tandis que la version 5 portes arrivera en 1992. Elle est reconnaissable extérieurement à sa teinte vert foncé métallisé, ses logos Roland-Garros, ses jantes alliage 13 pouces, les pare-chocs style XS GT Panton carrosserie, le toit ouvrant en vert fumé ou la capote blanche électrique sur le cabriolet. A l'intérieur, les sièges type GTI ont une sellerie en cuir blanc ou en tissu 7 avec surpiqûre rouge. Les ceintures sont rouge brique, clin d'œil à la couleur de la terre battue. Le volant est en cuir à 3 branches avec le logo Roland-Garros. Elle est équipée de la fermeture centralisée, du compte-tours, des vitres électriques et des surtapis anthracite. Appréciée de toutes et tous, la production de la Peugeot 205 durera 15 ans, entre 83 et fin 98. Fabriquée à Poissy et Mulhouse pour la France et à Madrid pour l'Espagne, elle cohabitera pendant quelques mois avec son successeur, la Peugeot 206. Ayant permis de s'affranchir des studios italiens au profit du studio interne dirigé par Gérard Velter, la petite lionne se permettra le luxe de battre plusieurs fois les ventes de la Renault 5 et Super 5. Elle réussira même avec brio son objectif principal, sauver Peugeot de la faillite. Elle sera vendue à un peu plus de 5 millions d'exemplaires. C'est le deuxième record chez Peugeot après les ventes de la 206. Avant de finaliser la vidéo, je voulais tout simplement vous remercier pour les vues et les commentaires sur la vidéo précédente qui parle de la Citroën GS. Je m'y attendais pas du tout. Malheureusement, je vous annonce aussi que la chaîne va être en pause. J'ai des soucis personnels à régler. J'ai pas forcément le temps de faire des recherches, d'écrire et de faire le montage des vidéos. Je préfère vous prévenir pour que vous ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas de vidéos dans les prochains mois. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et à la prochaine.